Yoshi, l'émotion de Jérôme Goulon. Et bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, je crois que l'émotion on l'a déjà eue avec Emma. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez ou d'œuvres que vous aimez. On commence en musique et on remonte le temps pour se rendre dans les années 1960, les années 60 qui musicalement vous rendent nostalgique. Daniel Russo, vous êtes en effet fan de Brel, Brassens, Léo Ferré ou encore Barbara, je ne vais pas tous les citer. Et puisqu'il faut faire un choix, on va parler de Georges Brassens et d'une chanson qui a une histoire assez incroyable et émouvante avec en toile de fond la relation entre Georges Brassens et son père. Quelque chose qui vous parle forcément, Daniel Russo, vous qui avez été élevé par votre papa. Alors cette chanson qu'on peut entendre, c'est Les 4 Bacheliers, sortie en 1966, soit un an après la disparition du père de Georges Brassens. Une chanson dans laquelle le chanteur rend hommage à son père pour un événement qui était survenu en 1938. Un flashback, cette année-là, Georges Brassens a 16 ans et il est au collège de Sète. Réputé pour faire les 400 coups, il souhaite avec sa bande d'amis impressionner les filles de son collège et leur offrir des cadeaux. Georges Brassens et ses amis se mettent alors à dérober des objets, principalement à des membres de leur famille. Georges Brassens, de son côté, vole une bague et un bracelet à sa sœur. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Les 4 voleurs sont pris la main dans le sac et emmenés dans un commissariat de police. Et quand les parents viennent chercher leurs enfants, Georges Brassens est tout surpris de constater que de tous les parents, seul son père se montre clément puisqu'il n'adresse aucun reproche à son fils, préférant le laisser réfléchir à ce qu'il a fait. Cet épisode marque profondément Georges Brassens qui, un an après la mort de son père, donc en 65, salue son attitude dans une chanson, Les 4 Bacheliers, qu'on peut entendre et dans laquelle il fait les louanges de son papa. Brassens déclarera d'ailleurs à ce sujet-là: « Ce jour-là, mon père m'a donné une leçon qui m'a aidé à me concevoir moi-même. J'ai alors essayé de conquérir ma propre estime. J'ai tenté avec mes petits moyens d'égaler mon père. » Je dis bien tenter, des mots très forts de Georges Brassens. C'est beau. Et on va poursuivre avec un autre artiste ayant bercé les années 60, c'est Jacques Brel. Oui, Jacques Brel, dont on peut entendre la chanson « Mon père disait », sortie en 1967. Une chanson qui rend hommage à son papa, là encore, disparu 3 ans plus tôt. Et là encore, la relation père-fils est pleine d'émotions. Flashback, une nouvelle fois, Jacques Brel, comme Georges Brassens, était lui aussi un élève rêveur et dissipé, n'aimant pas l'école. Il s'offre sa première guitare à 16 ans, grâce à l'argent de ses petits jobs. Voyant son fils sans diplôme, le père de Jacques Brel le fait alors rentrer dans la cartonnerie familiale au service commercial pour lui assurer un avenir professionnel. Oui, mais voilà, Brel s'ennuie. Il songe alors à 3 métiers à ce moment-là. Soit devenir cordonnier, soit éleveur de poules, ou alors auteur-compositeur. Et c'est finalement cette 3e voie qu'il choisit. Mais c'est au grand désarroi de son père qui l'oblige à prendre le pseudonyme de Jacques Brel, ne voulant pas que son nom de famille soit associé à une activité artistique. Alors que Jacques Brel veut quitter la Belgique pour Paris afin de réaliser son rôle de devenir chanteur, son papa l'avertit donc que s'il part, il ne l'aidera plus jamais financièrement. Au final, Brel prend le risque d'accepter ce deal. Il arrive même à convaincre finalement son papa, avec l'aide de sa maman, d'utiliser le nom de Brel, donc c'est Jacques Brel. La suite, tout le monde la connaît, Jacques Brel devient donc une immense vedette, avec un petit regret pour Jacques Brel, qui apprendra en effet que son père était très fier de la carrière de son fils, malgré les réticences qu'il avait quelques années auparavant, mais que jamais ce papa ne lui a dit dans les yeux qu'il était fier de lui. Grand regret, ça. C'est ce que j'ai eu, moi. C'est vrai, vous aussi? Non, parce que quand j'ai voulu passer le conservatoire, quand j'ai eu mon père, et quand je lui ai dit que j'avais pris des cours et tout, il a bien fallu que je lui dise. Et il m'a dit, mais c'est quoi ça? T'as un métier quand même, t'as un métier. Et c'était ça le truc. Et je voulais pas le décevoir, c'est ça. Je lui ai dit, écoute, je regretterai toute ma vie si je tente pas la rue Blanche ou le conservatoire. Il me dit, bon, c'est quoi? J'ai dit, vous êtes combien à passer ça? J'ai dit, je sais pas, 1000, 1500. Et il me dit, ils en prennent combien? J'ai dit, je sais, 15. Il me dit, vas-y. Pour lui, c'était... Et le lendemain, quand j'ai réussi le conservatoire, il y avait la liste. Et j'ai oublié d'appeler mon père. Ouais. Non, mais j'ai un blanc dans cette journée-là, je sais pas. Vous n'avez appelé personne? Non, mais j'ai même pas appelé l'amoureux. Je sais toujours pas aujourd'hui ce que j'ai fait dans cette journée. C'est le lendemain, le surlendemain, où j'ai appelé mon père. Il m'a dit, si tu avais réussi, tu m'aurais appelé hier, évidemment. Voilà, j'ai dit non, mais si, j'ai réussi. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Et il me dit, tu peux déjeuner? Je dis oui. On a déjeuné. Il m'a parlé de tout à fait autre chose. Il m'a pas parlé de ça du tout. C'est juste à la fin du repas où il m'a dit, t'as envie de faire ça? J'ai dit oui. Il m'a dit alors fonce.
Il vous a soutenu alors, Daniel Donc j'ai Rousseau. eu... Voilà, Et il vous a dit qu'il était fier de vous après, après. Mais il l'a dit. il l'a dit. Et c'est important. On quitte la musique pour le cinéma avec un réalisateur qui vous est cher, Daniel Russo, Jérôme. Oui, quand on parle cinéma avec vous, Daniel Russo, impossible évidemment de ne pas citer Claude Sautet, le réalisateur qui vous a le plus impressionné. Vous avez d'ailleurs eu à son sujet des mots très forts, puisque vous dites de lui, Claude Sautet, c'est la passion totale, je vous cite, il met une force incroyable jusqu'à l'épuisement. L'amour qu'il a des gens, c'est ce qui m'a touché le plus, ce sont vos mots, Daniel Russo. Alors Claude Sautet, dont le destin est lui aussi assez extraordinaire. En 1943, alors qu'il a 19 ans et que nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, il décide de devenir monteur. Pour faire des stages, il a besoin d'une carte de travail. Il se présente donc à la Commandant Tour. Problème, quand il dit qu'il est monteur, on le prend pour un ajusteur-monteur, un métier qui n'a rien à voir puisqu'il consiste à ajuster des pièces métalliques pour de nombreux secteurs industriels. Et surtout, le métier d'ajusteur-monteur lui fait prendre le risque d'être réquisitionné par le STO, le service de travail obligatoire, mis en place par le gouvernement de Vichy durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Alors pour échapper au STO, Claude Sautet se réfugie donc dans le Jura où il rejoint un centre d'aide aux jeunes délinquants en qualité de responsable. Et c'est à cette époque que Claude Sautet rencontre une certaine Graziella qui deviendra sa femme en 1953 et jusqu'à sa mort et qui deviendra aussi sa toute première complice dans l'écriture de ses films. C'est notamment Graziella qui en 68 avait convaincu Claude Sautet de faire une adaptation du roman Les choses de la vie. Durant cette période, Claude Sautet disait non à toutes les propositions de films. Et puis un jour, Jean-Loup Dabadi glisse cette adaptation sous la porte de l'appartement de Claude Sautet et de sa femme. Et c'est donc Graziella qui pousse son mari à lire cette adaptation et à réaliser ce film. Il a lu 70 pages, il a tout de suite dit oui. Alors rendez-vous compte, sans sa rencontre avec Graziella, née du fait qu'il avait dû fuir le STO durant la guerre, eh bien Claude Sautet n'aurait peut-être jamais réalisé Les choses de la vie, l'une de ses œuvres majeures. Et oui. Ah, ça tient un peu de choses. Et tient un peu de choses. Parfois c'est papillon, ça. comme on dit. Parfois c'est ça. On termine avec un autre réalisateur qui vous a marqué, Daniel Russo, et il s'agit bien évidemment de Bertrand Tavernier. Ah oui. Oui, Bertrand Tavernier, un réalisateur qui vous a forcément marqué, Daniel Russo, Premier puisqu'il vous a donné votre premier rôle au cinéma en 1976 dans le film Le juge et l'assassin. Bertrand Tavernier qui, comme Jacques Brel, a connu une relation difficile avec son père. Dès son enfance, il est envoyé en pension où il subit punition, brimades et humiliations. La pension, quelque chose que vous connaissez, Daniel Russo. Et pour cela, il en veut fortement à son père. Tavernier découvre le cinéma à l'âge de 12 ans, dans des circonstances là aussi difficiles, puisqu'il se trouve alors dans un sanatorium pour soigner sa tuberculose. Alors passionné de cinéma, mais encore marqué par la pension, il se heurte une nouvelle fois à ses parents qui veulent à tout prix le voir à Sciences Po. Mais Tavernier n'a pas envie de ça. Il s'inscrit en droit, ne va pas à un seul cours et rend même une copie blanche. Est-ce que vous, pardon de vous couper, Oui. Jérôme, mais est-ce que vous saviez ça de Bertrand Tavernier, du coup, et est-ce que vous en avez parlé ensemble? Parce Non. qu'il y a quand même quelque chose Je n'ai d'assez jamais simple. osé parler à Tavernier parce que... Mais c'était lui, il n'a pas osé? Non, mais c'était mon premier tournage et j'ai été totalement en admiration sur ce qui se passait autour de moi. Mais vous saviez Voilà. cette histoire sur lui? Non. Donc c'est une découverte. Comme Ouais. quoi les rencontres parfois sont Oui, pas... c'est fou, hein. Ouais, il y a quelque chose en commun. Puis c'est peut-être pas le genre de détail que Oui, mais en fait, les le hommes fait aiment que raconter. vous on nous n'a pas, expliquez ça, on n'a pas c'est- trop envie d'en parler non plus, Oui, quoi. bien C'est- sûr. C'est surtout ça, Bien quoi. sûr. Et donc j'en étais, donc il y avait le papa de Bertrand Tavernier qui n'était pas forcément fan du fait qu'il veuille faire du cinéma. Ben voilà. Donc comme Brel et Brassens, donc Tavernier va à l'encontre de l'autorité parentale pour réaliser son rêve, donc celui de faire du cinéma. Et il grimpe les échelons tout seul. Il débute comme assistant de Jean-Pierre Melville, devient l'attaché de presse de Stanley Kubrick sur 3 films, puis critique de cinéma avant de s'imposer dans la réalisation. Comme Brel et comme Brassens, il aura donc, contre vents et marées, fait fi de tous les obstacles et objections pour réaliser son rêve. Avec pour morale une citation de Jacques Brel, et c'est par là que je terminerai. Jacques Brel disait « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'être vous, fiers, et de l'être heureux, car le bonheur est notre destin véritable. » C'est une jolie conclusion. Qui vous convient, Daniel Russo? Oui, totalement. Eh bien, parfait. Non, mais Tavernier, c'était magnifique parce que même pour un petit rôle, parce que c'était un petit rôle, moi je faisais le gardien de Galabru en prison, voilà. Et on était 6. Et même pour un petit rôle, il était sérieux, quoi. Et il prenait pas n'importe quoi. Et il dit, je vais vous raconter mon film. Alors donc on écoute Tavernier, et moi je l'écoute, il est en train de nous raconter Le juge et l'assassin. Et puis d'un seul coup, il me désigne, c'est vous. C'est vous en disant. Vous faites le rôle. Ah.
Alors les autres, j'étais un peu gêné vis-à-vis des autres. Ouais. Et il dit, vous pouvez nous laisser. Voilà, c'est Daniel Russo C'est expéditif. qui est choisi. Et quand j'ai été seul avec lui, j'ai dit, excusez-moi, mais pourquoi Il me dit, parce que vous m'écoutiez. C'est fou, hein. C'est beau. C'est beau. Allez, merci beaucoup Jérôme Goulon. Tout de suite, on passe à la chronique humour. C'est le coup de fourchette avec Sam Bérébi qui vous cuisine par téléphone sur Radio J.